Pour ce jeune chasseur du néolithique, il s'agit d'être attentif. Son père est en train de lui enseigner toutes les étapes pour fabriquer une hache à partir de bois, de silex et d'os. Cette recette, transmise de génération en génération, est précieuse et demande de la rigueur. Tout doit être exécuté à la perfection et dans un ordre précis. Sinon, la hache se brisera. Aujourd'hui, nous utilisons au quotidien d'innombrables machines, faites pour travailler à notre place. Chacune d'elles obéit à un programme spécifique, écrit sur mesure dans une langue particulière. Allez, c'est parti pour vivre les moments clés qui ont permis à l'humanité de découvrir et maîtriser les algorithmes. Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans. Dans cette région qui correspond à l'actuel Irak, ces élèves effectuent des exercices de calcul sur des tablettes en argile. Cette ancienne civilisation a compris l'intérêt de pouvoir compter plus vite et plus précisément. État des stocks, échanges commerciaux, estimation des distances. Plus tard, au IXe siècle, un homme a décidé de vouer sa vie à l'enseignement et à l'étude des nombres. Son travail est notamment à l'origine de l'algèbre. Il se nomme Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Son nom nous est parvenu sous la forme latinisée, algorithmus, à l'origine du mot algorithme. Les algorithmes. S'il y a bien un truc dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps, c'est ça. Je suis presque certaine que si je vous demande ce que c'est, vous me direz que c'est un programme informatique développé pour nous espionner sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça peut malheureusement être l'une de leurs nombreuses applications. Mais ils sont bien plus que ça. Par exemple, ce manuel d'assemblage de meubles est une sorte d'algorithme, idem pour ses consignes d'évacuation en cas d'incendie. Alors, c'est quoi un algorithme ? Pour faire simple, c'est une série d'instructions capables de résoudre un problème. Une recette. Enfin, oui et non. Je vous explique. Voici tous les ingrédients et la recette pour faire de bonnes crêpes maison. Faire chauffer une poêle et la huiler très légèrement. Y verser une louche de pâte. La répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Voilà, c'est prêt. Plus qu'à les dévorer. Si vous suivez rigoureusement cette série d'instructions, pas à pas, vous obtiendrez le résultat désiré. On est donc tenté de croire que cette recette est bien un algorithme. Alors, retentons l'expérience, mais cette fois-ci, faisons exécuter la recette par une machine. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et la huiler très légèrement. Y verser une louche de pâte. La répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Bon, la recette marche moins bien. Parce que la machine est stupide? Non, cette notion n'a pas de sens ici. C'est juste qu'elle applique à la lettre les instructions sans être capable de faire les mêmes interprétations que nous. Trop de passages de la recette sont ambigus, trop implicites. Ce qui est évident pour vous ne l'est absolument pas pour une machine. Le concept d'algorithme est presque aussi ancien que celui de calcul. Additionner, soustraire, puis multiplier et diviser, ces 4 opérations sont rapidement devenues fondamentales pour le bon fonctionnement des civilisations. Pour satisfaire les besoins grandissants à l'échelle de royaumes ou d'empires, il a fallu trouver des systèmes pour calculer plus vite des chiffres toujours plus grands. L'une de ces méthodes, pourtant inventée au XIIe siècle, a traversé les âges et est encore utilisée de nos jours. Le boulier. Bien des siècles plus tard, en 1642, le mathématicien Blaise Pascal présente une curieuse machine capable d'automatiser les 4 opérations de base.
Simplicité, facilité, commodité et promptitude, voici ce qui détermine ce que l'on considère aujourd'hui comme le premier processeur d'information de l'histoire. Son petit nom, la Pascaline. Cette machine est incroyable, une merveille d'ingéniosité, sans parler de la prouesse des artisans pour l'époque. Alors comment ça marche tout ça? Commençons par un objet simple, le boulier. La première ligne de billes représente les unités, la deuxième les dizaines, etc. Là, par exemple, j'écris le chiffre 236. Si je veux lui ajouter le chiffre 147, il suffit que je déplace les billes de gauche à droite, que je reporte les retenues lorsque j'arrive à la dizaine supérieure. Attention à ne pas vous tromper, puis de compter. 383. Et on peut complexifier avec des chiffres bien plus grands. Bon, c'est sûr qu'on passe rapidement des journées entières à déplacer des billes. La Pascaline repose sur le même principe, mais bien plus automatisé. Les billes sont remplacées par des roues reliées à des engrenages, tous reliés entre eux. Grâce à ce système génial, les retenues se font automatiquement. Par exemple, si on entre 19 et qu'on ajoute 3, vous avez vu? Le 9 revient mécaniquement à 0 et le 1 passe à la dizaine supérieure. On obtient 22, la bonne réponse. Là, on commence à carrément gagner du temps. Et des machines à calculer mécaniques, il y en aura bien d'autres, toutes inspirées de la Pascaline. Mais il n'y a pas que le calcul qui s'automatise. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe est à l'aube d'un formidable bouleversement. La machine commence progressivement à remplacer la force humaine. L'heure est à l'industrialisation, c'est le début de la révolution industrielle. En France, Joseph-Marie Jacquard met au point une machine capable d'effectuer toute seule des tâches fastidieuses et répétitives, le métier Jacquard. Révolutionnaire, cette machinerie complexe utilise un système de cartes perforées. Il est souvent considéré comme le premier mécanisme programmable. Probablement que pour vous, les cartes perforées, ça date au moins des dinosaures. Mais en fait, je suis prête à parier que vous en avez tous déjà vu en fonctionnement, par exemple avec ça, un orgue de Barbarie. En fait, il s'agit tout simplement d'un orgue classique, mais automatique. Un orgue est un assemblage de plusieurs tuyaux de différents diamètres qui émettent des sons particuliers quand de l'air passe dedans. Pour un orgue classique, il faut qu'un musicien vienne jouer une partition sur un clavier pour déterminer quel tuyau est traversé par de l'air et donc quelle note est jouée. Dans l'orgue de Barbarie, pas besoin. Lorsque la carte perforée défile, ce sont les petits trous qui autorisent ou non le passage de l'air. On peut jouer de la musique sans être musicien. Les métiers Jacquard reposent sur le même principe. Avant eux, les métiers à tisser existaient déjà. Mais les motifs les plus complexes pouvaient demander la combinaison d'une centaine de fils de couleurs différentes. À chaque étape de tissage, il fallait donc qu'un ouvrier désigne le bon fil, ce qui était lent et coûteux. Mais comme les notes d'une mélodie, les motifs peuvent être inscrits sur une carte. Ce ne sont alors plus des ouvriers, mais les trous de la carte qui décident quel fil plutôt qu'un autre va être tissé. Les cartes perforées permettent donc de coder des instructions. Et on peut tout à fait voir ça comme un ancêtre très basique des algorithmes. 1991, Londres, Musée des Sciences. Cette machinerie complexe, faite de dizaines de milliers de rouages, a été construite en suivant des plans établis plus de 160 ans auparavant par un mathématicien de génie, Charles Babbage. Babbage a œuvré sa vie durant à la mise au point de machines automatiques de calcul fonctionnant pour certaines sur le principe des cartes perforées et d'une puissance sidérante pour le 19e siècle. Mais trop en avance sur leur temps, elles sont pour la plupart restées au stade de schéma. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'assistante de Babbage, la comtesse Ada de Lovelace, était elle aussi une mathématicienne brillante. Et elle a su voir plus loin que Babbage lui-même. Pour elle, cette machine était plus qu'un simple calculateur. C'était une machine universelle, capable de répondre à toutes sortes de questions, à condition qu'elles soient posées correctement.
Et c'est pour ça qu'en 1843, elle va créer une liste de commandes sur carte perforée, considérée aujourd'hui comme le premier programme de l'histoire. Alors, je vous le dis tout net, impossible de vous expliquer en quelques minutes comment ce chef-d'œuvre d'acier fonctionne. Si les premières machines de Babbage étaient en quelque sorte de grosses pascalines, dotées de mémoire et capables d'effectuer des séries d'équations, son chef-d'œuvre, la machine analytique, c'est tout autre chose. C'est un peu l'ancêtre des ordinateurs actuels. Elle en comporte toute l'architecture. Pour introduire les données des calculs, elle dispose de dispositifs d'entrée capables de lire les cartes perforées. L'unité de commande indique dans quel ordre effectuer quelle tâche en fonction des indications entrées par l'utilisateur. Une calculatrice géante appelée le moulin est le cœur du système. Les résultats des différents calculs sont temporairement stockés dans de la mémoire constituée d'un réseau de roues crantées. Une imprimante mécanique permet de prendre connaissance des résultats. Et elle peut exécuter n'importe quelle tâche à condition d'avoir le bon programme, le bon algorithme. Avec un peu plus de mémoire, elle aurait même pu jouer aux échecs. Et tout ça uniquement à base de rouages et de ressorts. Babbage et Lovelace étaient des précurseurs de génie. Mais malheureusement, toutes les machines ne sont pas conçues à des fins pacifiques. Dans les années 1920, l'armée allemande a adopté et amélioré une machine à chiffrer révolutionnaire, destinée à sécuriser ses communications stratégiques. La célèbre machine Enigma. Rapide et simple à utiliser, facilement transportable, ce système a très largement servi dès les premières heures de la Seconde Guerre mondiale. Réputé inviolable, il ne suffisait pas aux forces alliées d'en obtenir un modèle pour écouter les conversations allemandes. Il fallait encore réussir à trouver les clés de chiffrement. Enigma, un nom bien choisi qui évoque les romans d'espionnage. Mais attention, Enigma n'est absolument pas un ordinateur. C'est un système électromécanique de chiffrement. C'est-à-dire qu'elle servait à coder et décoder des messages radio. Et c'est cette partie qui nous intéresse. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai toujours été une grande fan des systèmes de chiffrement. Par exemple, une des méthodes la plus simple est la substitution alphabétique. On décale tout l'alphabet de 1, 2 ou plusieurs crans dans un sens ou un autre. Ainsi, science peut devenir sumsoxmu. Si vous connaissez le code utilisé, la clé, vous pouvez décoder le message assez rapidement. Si ce n'est pas le cas, et que vous voulez écouter le message, même s'il ne vous est pas destiné, vous pouvez tenter une attaque. Attaquer un code revient à chercher, quelle que soit la méthode, le contenu du message. C'est pour ça qu'il est important pour l'émetteur du message de souvent changer de méthode de chiffrement. Eh bien, une machine Enigma, c'est tout ça, mais juste un peu plus complexe. En fait, carrément plus complexe. Cette machine est constituée d'un ensemble de rouages qui définissent comment une lettre va être codée. À chaque fois qu'une touche est pressée, ces rouages bougent et la façon de chiffrer évolue. La même lettre, encodée 5 fois de suite, donne donc 5 lettres différentes. Briser Enigma. Pour les forces alliées, l'enjeu est de taille. L'issue de la guerre elle-même en dépend. Alors, ils vont y mettre les moyens. Nom de l'opération, Ultra. Les services de renseignement britanniques font alors appel à tous les talents disponibles et les font travailler ensemble. Mathématiciens, linguistes, ingénieurs, tous regroupés dans un manoir anglais du nom de Bletchley Park. L'un d'eux, le jeune Alan Turing, va se révéler particulièrement brillant. Alors, comment Alan Turing et ses compatriotes anglais ont attaqué ce système de chiffrement? Là, ça devient sérieux. On parle de piratage. À l'époque d'Enigma, la méthode de codage la plus utilisée est une version perfectionnée de la substitution alphabétique. Pour trouver la clé, une méthode consiste à comparer le message codé à la fréquence des lettres dans la langue d'origine. Par exemple, en allemand, la lettre E est plus fréquente que les autres.
On peut aussi se concentrer sur les mots ou les expressions comme les formules de politesse. Si quelqu'un commence systématiquement ses messages par « bonjour », on peut casser le code assez facilement. Mais Enigma change de méthode de chiffrement à chaque nouveau caractère, ce qui rend le travail infiniment plus difficile. Alors il existe une autre méthode, moins élégante, celle dite de la force brute. Testez toutes les possibilités de chiffrement les unes après les autres. Et pour Enigma, il peut y en avoir des milliards de milliards en fonction des modèles. À part être chanceux, ça peut prendre un temps fou, des jours, des mois, bien trop long en temps de guerre. Mais si on arrive à programmer une machine pour qu'elle soit en mesure de tester un grand nombre de possibilités par seconde, on appelle alors ça une bombe. Et c'est sur ce type de machine que le talent d'Alan Turing a été déterminant. Le travail abattu par les équipes de Bletchley Park a permis l'émergence de nouvelles technologies. Dès la fin de la guerre, des projets très novateurs émergent. L'ENIAC en 1945, l'ACE l'année suivante, le Manchester Mark I à partir de 1948. Les journaux commencent à parler de cerveau électronique. Dès 1950, l'ACE est capable d'effectuer en quelques minutes à peine un travail qui aurait auparavant demandé 1 mois. S'il s'agit encore d'imposantes machineries réservées aux administrations, le concept d'ordinateur est né. Et quelques dizaines d'années plus tard, il sera suffisamment petit pour trouver sa place sur nos bureaux. Allez, il faut bien l'avouer, on est nombreux à utiliser tous les jours un ordinateur sans avoir la moindre idée de comment il marche. Alors encore une fois, on va faire simple. Un ordinateur est une machine qui fonctionne un peu comme votre cuisine. Pour commencer, vous allez d'abord chercher les ingrédients dont vous avez besoin, vos données, dans votre réfrigérateur ou n'importe quel endroit de stockage à long terme. C'est la mémoire de votre ordinateur, stockée sur disque dur. Vous les ramenez sur votre plan de travail où ils sont plus facilement accessibles devant votre livre de recettes, équivalent du programme à exécuter. Cet espace de travail, c'est votre mémoire vive, la RAM. Il doit être vidé et nettoyé après chaque session de cuisine pour faire de la place à la suivante. Tous ces éléments sont aux ordres du cuisinier. C'est votre cerveau, équivalent du processeur, qui compile toutes les informations et exécute les programmes ou les recettes. La cuisine, dans son ensemble, serait alors la carte mère, celle qui fait en sorte que tout fonctionne. Avec la fin des années 50, s'achève l'ère des cartes perforées et de la première génération d'ordinateurs. La seconde, basée sur les transistors, va progressivement conquérir les foyers. Dès le début des années 80, les premiers ordinateurs personnels consacrent la démocratisation de l'informatique. La méthode que l'on utilisait jusqu'alors pour communiquer avec les ordinateurs, en parlant directement à leur processeur, doit évoluer pour s'adapter à de nouveaux utilisateurs. Sous l'impulsion de Grace Hopper, une informaticienne travaillant pour l'armée américaine, on invente de nombreux langages de programmation, simples et accessibles. Fortran, C++, Java, PHP et tant d'autres. Un langage de programmation est une langue très spécifique. Son unique fonction est de mettre en œuvre des algorithmes. Et comme pour n'importe quelle autre langue, s'en servir correctement demande de maîtriser sa syntaxe et sa grammaire. Tout ça est bien sûr trop long à apprendre en quelques minutes, alors je vous propose d'utiliser un langage fictif plus simple. Regardez ces colis rouges et bleus qui arrivent sur un tapis roulant. Notre objectif est de les récupérer et de les charger dans les camions correspondants. Pour ce faire, on dispose d'un bras robotique programmable. Voici les instructions qu'on peut lui donner. Étape 1. Si un colis se trouve au bout du tapis roulant, se tourner vers le colis. Étape 2. Ouvrir la pince. Étape 3. Avancer la pince jusqu'au colis. Étape 4. Fermer la pince. Étape 5. Lever le colis. Étape 6. Si le colis est rouge, se tourner vers le camion rouge. Étape 7. Sinon, se tourner vers le camion bleu. Étape 8. Avancer la pince jusqu'au camion. Étape 9. Baisser le colis. Étape 10. Recommencer à l'étape 1. Maintenant que l'algorithme est écrit, lançons le programme.
Ça marche. Presque. J'ai oublié de lui demander de lâcher le colis. Ça semblait pourtant évident, mais puisque je ne lui ai pas demandé, la machine ne l'a pas fait. Comme tout à l'heure avec nos crêpes. On corrige. Je rajoute une étape intermédiaire, ouvrir la pince, et je relance. Et voilà, impec. Alors je sais, on peut se dire qu'il aurait été plus simple et surtout plus rapide de porter nous-mêmes ce colis. Mais maintenant que l'algorithme est écrit et fonctionnel, on peut le faire boucler à l'infini et déplacer un nombre virtuellement illimité de colis. L'intelligence artificielle. Certainement à la fois l'une des plus grandes promesses et l'un des plus importants sujets d'inquiétude pour l'avenir. Du cinéma aux jeux vidéo, un message semble dominer. L'intelligence artificielle nous mène droit à la fin du monde. Mais plus que des phrases chocs et des effets d'annonce, il s'agit avant tout d'une discipline scientifique qui combine informatique, mathématiques, statistiques, neurologie et biologie. Et c'est une révolution en devenir. Il ne s'agit plus de programmer des machines en leur fournissant des algorithmes précis à exécuter, mais de les entraîner, voire même de les laisser apprendre toutes seules. C'est ce que nous connaissons sous le nom de machine learning. L'objectif du machine learning est de donner aux machines la capacité d'apprendre toutes seules, sans avoir besoin de programmation spécifique. Et rien que ça peut faire peur. En fait, on se rapproche beaucoup d'un apprentissage humain. D'ailleurs, l'une des technologies utilisées est celle du réseau de neurones, une méthode qui consiste à se rapprocher le plus possible du fonctionnement d'un cerveau biologique. Vous allez comprendre. Depuis son plus jeune âge, un enfant humain apprend notamment à partir d'exemples. Il capte des informations avec ses yeux, ses oreilles, ses sens et essaie d'adosser des concepts à ce qu'il perçoit. S'il n'y arrive pas, il demande à ses parents « C'est quoi ça ? Et ça ? Et pourquoi ça fait ça ?» Toutes ces informations sont stockées, triées, analysées par le cerveau de l'enfant. À force de voir un vélo, il commence à faire la différence avec une voiture. Le nombre de roues, la présence d'un guidon ou d'un volant, d'une carrosserie ou d'une selle. Au bout d'un moment, il est en mesure de savoir par lui-même s'il s'agit d'un vélo ou d'une voiture. Puis il devient même apte à les dessiner en commençant souvent par les caractéristiques les plus évidentes, carrosserie, roues, phares, volant. Revenons à nos ordinateurs. La méthode classique à base d'algorithmes revient à demander expressément à un ordinateur de compter le nombre de roues ou la présence ou non d'un volant. Mais coder toutes ces règles et imaginer tous les cas particuliers comme par exemple une roue manquante est extrêmement long et donc coûteux. D'une toute autre approche, le machine learning consiste simplement à proposer à la machine plusieurs images représentant des voitures, des bus, des vélos, des casseroles ou des pingouins. On lui précise pour chacune d'elles ce qu'elle représente. Une voiture, un chat, un plat à tarte. Et on laisse la machine déterminer toute seule les caractéristiques déterminantes pour chaque catégorie. Alors, une seule image ne suffit pas à établir de règles, même pas 10 ou 100. Il en faut des dizaines de milliers, voire des millions. Et toutes ces images à analyser demandent une très grande puissance de calcul. Mais cette méthode a permis des percées dans de nombreux domaines, là où les algorithmes n'étaient plus assez performants. Voiture autonome, traduction automatique, détection des maladies. L'accès à un très grand nombre de données devient donc décisif. Big Data. Ce terme est utilisé pour décrire la quantité astronomique de données produites, stockées et analysées chaque jour sur les réseaux. Si l'informatique a changé notre quotidien, le Big Data est définitivement en train de modeler l'avenir. Aujourd'hui, dans nos sociétés connectées, tout dépend de l'informatique. Chaque jour, nous déléguons de plus en plus de choses à l'intelligence artificielle, de la conduite de nos voitures à la détection automatique de délits, en passant par la gestion des transactions boursières. Comme à chaque révolution technologique, il est indéniable que nos vies sont en plein changement et que cela ne fait que commencer.